Sven Turk était un célèbre photographe danois et journaliste photo qui a été principalement actif des années 1930 à 1940. Il a pris plus de 50 000 photos de vie quotidienne, de personnalités, d'événements, et d'ailleurs beaucoup de ces clichés sont archivés à la Royal Library à Copenhague. Mais le côté un petit peu moins connu de sa vie, c'est son intérêt pour l'occulte et le spiritisme, plus précisément pour les médiums et pour les séances que ces derniers tenaient très fréquemment. Ce qui l'intéressait, c'était de découvrir selon lui ce lien physique qui existerait avec le monde spirituel. Et c'est après une séance avec un médium nommé Olaf Jonsson, qui aurait la capacité de faire manifester des esprits pouvant soulever des tables, projeter des objets lourds et même faire léviter le médium dans les airs, que Turk est devenu obsédé par l'envie de réussir à photographier ces phénomènes. En 1940, Turk décide de photographier les supposés pouvoirs psychokinétiques du médium Jonsson. Pour cela, il met en place un dispositif dans le laboratoire de recherche de Copenhague, censé, selon lui, le prémunir de toute tricherie. Avec Jonsson et un petit groupe de personnes autoproclamées mentalement sensibles aux forces psychokinétiques, ils se réunissent pour une séance avec pour objectif de prouver la communication spirit comme étant réelle au monde entier. Turk dispose 3 caméras dans différents coins de la pièce, afin que tous les angles soient couverts et qu'on puisse voir du sol au plafond. Il utilise des films infrarouges pour obtenir des images claires, car les photos sont prises dans un environnement sombre. Et si elles sont prises dans l'obscurité, eh bien c'est à la demande des médiums qui font ça pour les esprits, selon leur dire. Il était en effet commun que les séances se fassent dans la pénombre, l'obscurité ou le noir, et si les médiums prétextaient que c'était nécessaire à la manifestation et communication avec un esprit, c'était surtout pour les charlatans avérés, afin de pouvoir plus facilement dissimuler des mécanismes leur permettant de mettre au point des subterfuges et tromper leur audience. Turk fait porter des bandages à la tête et aux poignets des participants pour éviter toute réflexion possible de leur part sur les clichés. Selon Turk, ces quelques restrictions n'ont pas eu d'effet sur les prétendus pouvoirs de Jonsson. Peu de temps après le début de la séance, la table se met à bouger. Elle se soulève, puis tourne sur elle-même, appuyée sur un seul pied. Alors que Turk prend des clichés, la table accélère le mouvement. Il constate ensuite, avec stupéfaction, que Jonsson lui-même s'envole en l'air. Il flotte au-dessus de la table pendant plusieurs secondes. Puis un autre médium commence à flotter. Les autres médiums lui attrapent la jambe, tentent de le retenir, et des chaises vides commencent à leur tour à l'éviter. Avec notre habitude à ce type d'image aujourd'hui, on a facilement du recul et de l'esprit critique. Mais pour l'époque, ces photos sont saisissantes et je les trouve personnellement très belles, en plus d'être impressionnantes. 5 experts danois en photographie, ainsi que Theodor Andresen, le directeur de l'école danoise de photographie, examinent les photos. Ils ont un accès complet au négatif des photos, et chaque expert s'accorde alors sur un consensus. Les photos et les négatifs n'ont pas été manipulés de quelque façon que ce soit. Elles sont authentiques. S'il y a eu tricherie, fraude ou toute autre explication, elle s'est déroulée sur le lieu de la séance et n'a pas été créée par après. Et Sven Turk a juré jusqu'à sa mort qu'aucune tricherie n'a été mise en place lors de la séance, et que tout ce qu'il a photographié et les phénomènes auxquels il a assisté et a été témoin ont bien eu lieu. Alors, si les photos sont bien authentiques, que s'est-il passé pendant cette fameuse séance dans le laboratoire de Copenhague? Et comment Olaf s'y est pris pour tromper non seulement les médiums, mais également l'un des plus célèbres photographes danois de son époque et ses caméras? Se peut-il que, malgré ses déclarations, Sven Turk soit complice? Ou bien s'est-il fait habilement flouer? Ou encore, avons-nous sous les yeux d'authentiques photos capturées d'un phénomène paranormal? Déjà, intéressons-nous à Olaf Jonsson. Il a eu une longue carrière en tant que médium jusqu'aux années 1950. Il était très célèbre, surtout après la désillusion du public, lorsque certains médiums très réputés se sont fait démasquer. Ingo Swann par exemple, capable de deviner le contenu de boîtes par vision à distance, est démasqué par James Randi en train de regarder leur contenu lors de moments d'inattention. Bill Delmore, parapsychologue reconnu qui a fait sa réputation grâce à des tours de cartes, est démasqué par Diaconis. Ted Serios, capable de produire des photos psychiques, est démystifié par Christopher et Diaconis qui ont montré qu'ils tenaient simplement des gadgets devant ses objectifs. Ou encore Nina Kulagina, en Union soviétique, capable de bouger des objets par la pensée,
En réalité, grâce à des aimants et des bandes fines, démasqués par Burkem et Johnson. Sans oublier Uri Geller, qui a trompé nombre de parapsychologues et dont ces fraudes ont depuis été démasquées à de nombreuses reprises. Devant cette assemblée d'imposteurs, Olof jouit d'une bonne réputation. Aux yeux des gens, c'est un authentique médium. Et comme beaucoup de médiums aux États-Unis, Olof Johnson a été contacté par la police pour tenter de résoudre une affaire de meurtre dans une petite ville danoise. Cela peut paraître étrange, mais je vous assure que c'était une pratique fréquente. Et parfois, ça ne loupe pas, certains médiums se ridiculisent. Et je dis ça vraiment sans jugement de valeur, mais par simple constat. Et ça a été le cas d'Olof. Il y a une étrange photo d'Olof Johnson qui se tient à côté d'un jeune officier de police, en tenant dans ses mains l'arme du crime. Il tente de saisir une impression psychique du tueur et le décrit à la police. En dépit de ses efforts, Johnson déclare qu'il ne parvient pas à le visualiser clairement. L'affaire est finalement résolue un an plus tard, lorsque, après une nouvelle folie meurtrière tuant plusieurs personnes, la police découvre une lettre laissée par le meurtrier qui s'est suicidé et a laissé une note d'aveu expliquant son geste par revanche amoureuse. Il avait tué le père de son ex-petite amie, persuadé qu'il l'avait retourné contre lui au moment des faits. Le meurtrier s'appelait Thor Hedin et c'est le jeune policier qui se tient à côté de Johnson sur la photo. Il aura fallu sa récidive un an plus tard, par le biais de son suicide et ses aveux après avoir tué ses propres parents à la hache, incendié le domicile, roulé jusqu'au lieu de travail de son ex-petite amie, l'assassinat à coups de hache dans la tête, tuant son manager par la suite et incendiant l'endroit, tuant 4 personnes de plus pour découvrir son identité. C'était la première et dernière fois que la police suédoise faisait appel à un médium dans une affaire criminelle. Si cette information influence évidemment notre jugement, elle met également en évidence les imprécisions des capacités de Johnson, sans remettre en cause l'authenticité de ses pouvoirs qu'on ne peut de toute façon pas vérifier. Comment donc peut-il conjurer des poltergeists à voler d'un côté et faillir ironiquement ses prédictions de l'autre? Certes, la voyance et la médiumnité sont deux choses différentes, mais pourquoi a-t-il accepté la proposition de la police? Par sincère volonté de bien faire? Pour d'autres raisons? Allez savoir, et il en est de même pour cette affaire. Loin de moi l'idée de faire des procès d'intention, mais tous les faits, je vous les ai énoncés. On n'a pas plus que ça. Il n'y a donc que deux possibilités. Soit c'est une fraude élaborée sur place par Olof avec la complicité d'une personne, de plusieurs personnes, de tout le monde, ou bien à l'insu de tout le monde, soit il s'agit bien de la manifestation photographiée d'un poltergeist. Je vous laisse seul juge, soit de privilégier l'hypothèse la plus rationnelle avec le rasoir d'Occam, soit de croire à l'une ou à l'autre possibilité. C'est à vous de voir. Mais si vous voulez qu'on aille plus loin dans le raisonnement, eh bien, sans vouloir faire un procès d'intention à Olof, il faut qu'on se penche un peu plus en détail sur sa vie. Il est né à Malmö en 1918. Selon lui, il commence à ressentir des phénomènes psychiques dès l'âge de 7 ans. Il prétend avoir été capable dès l'enfance de télékinésie, pouvoir déplacer des objets par la pensée et anticiper des réponses à l'école, par exemple avant que les questions soient posées. Toujours selon lui, il fait également de nombreux rêves prémonitoires. En grandissant, l'un de ses professeurs l'initie au rosicrucisme, le mouvement spirituel de l'ordre des Rose-Croix, un courant chrétien ésotérique. Si bien qu'au début de sa carrière de médium, lors de ses séances, il commençait systématiquement par une lecture des fondamentaux de la doctrine, avant de rapidement la délaisser pour ses démonstrations, déçu que son audience s'intéresse davantage au sensationnel qu'il montrait plutôt qu'à l'étude du savoir. Au fil des années, la réputation de Olof en tant que faiseur de miracles se répand, d'abord dans son entourage. Ces miracles avaient lieu dans la maison de quelqu'un, pendant un repas, dans le salon ou bien au restaurant, et toujours en compagnie de ses amis ou bien de ses fidèles. Et ces miracles tenaient en réalité davantage de tours de mentalistes et d'illusionnistes. Il y avait des tours de cartes, des mots devinés et des apparitions et disparitions de bouteilles à l'aide de fils. C'était des tours de magie simple, mais qui étaient définis par ses fidèles à l'époque comme de la psychokinèse, de la télépathie ou encore de la clairvoyance. Il y a déjà un problème de perception des événements qui se pose dans les témoignages rapportés et qui grossissent les événements, les rendant plus extraordinaires. Et tout ça contribue donc à créer un effet de halo autour de Olof. Il rayonne plus que de raison, faisant fi de tous les éléments de critique qu'on pourrait lui imputer. Et la plupart de ses représentations et séances médiumniques tiennent de tours de magie arrangés à la sauce spirit ou autre en fonction du contexte. S'il n'a jamais été pris sur le vif en train de tricher, plusieurs magiciens, dont Eric Truxa et Eric Kubis, invités lors des démonstrations télépathiques de Johnson, ont été capables de reproduire sans difficulté tous ces tours.
La difficulté d'ailleurs pour ces magiciens n'est pas de reproduire les démonstrations du médium, mais plutôt d'identifier quelle technique précise il a utilisée, puisqu'un magicien a souvent plusieurs façons d'exécuter un tour et il les change fréquemment. Mais il trompe néanmoins les parapsychologues, qu'ils soient universitaires reconnus ou non. La suite, vous la connaissez. Le médium se ridiculise dans l'affaire criminelle à laquelle il participe. Sa réputation entachée, il poursuit sa carrière et sa vie aux États-Unis et continue ses controverses, mais on va écourter sa biographie car on sort du sujet. Néanmoins, je vous en parle car pour Olof, il ne s'agit que d'un problème de perception des témoins qui lui prêtent des capacités médiumniques alors qu'il ne fait que pratiquer des tours d'illusionniste. Il revendique ses capacités surnaturelles. Capacités qui se révèlent peu crédibles aux yeux de Joseph Banksrein, célèbre parapsychologue qui le soumet à des tests dans son laboratoire. Et si Olof prête à Rein des propos admiratifs, ce dernier a rapidement arrêté ses expérimentations, jugées non concluantes. Car à mesure que les protocoles se durcissaient, les capacités d'Olof, elles, se réduisaient. Difficile à comprendre pour un homme qui se dit capable de pouvoir faire léviter des objets sans aucune peine et avoir des visions dès l'âge de 7 ans. Qu'il se soit attribué ou pas ses capacités, une chose est sûre, il s'est bel et bien attribué, à tort, certains lauriers. Par exemple en revendiquant des trésors retrouvés pour lesquels il n'avait jamais aidé, il a aussi échoué à des tests de la NASA en s'attribuant le prestige de la participation, et a même prétendu, dans une publication du Chicago Tribune, avoir résolu l'affaire du meurtre en Suède. Précisant que sa vision détaillée du crime avait poussé le jeune policier à avouer et se suicider, et que cet événement déprimant selon le médium l'avait poussé à ne plus jamais recommencer à nouveau. S'il pense réellement ce qu'il dit, on est à la limite de l'indécence pour les familles. Sa carrière incroyable, c'est vrai, est truffée de scandales, de réécriture de la vérité, de fausses conjectures. Il y a peut-être des parts de vérité, je ne sais pas. Pour nuancer, il a déjà déclaré lui-même avoir mal interprété certaines choses, que c'était commun chez un médium, et qu'il n'avait absolument jamais utilisé ses capacités pour s'enrichir, notamment par exemple en faisant des jeux de paris. Mais la prise en compte des faits me convainc en tout cas que le médium n'est pas fiable et qu'il a pu, d'une manière ou d'une autre, truquer l'expérience Sven Turk. Et ce, même si les clichés sont authentiques et que Sven Turk, lui, est bel et bien honnête. Cela ne veut évidemment pas dire que c'est le cas, ce n'est que mon ressenti subjectif à propos de l'affaire, mais ce n'est pas une vérité, c'est juste une possibilité plausible, et selon moi, ces clichés ne sont pas inexplicables. C'est mon opinion suite à tous les éléments réunis, et vous savez que j'aime à vous les présenter. Pour le point final, c'est à vous de voir. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui pourraient aimer mon contenu, n'hésitez pas à en parler. Pareil, n'hésitez pas à liker, partager du coup la chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide dans mon travail et ça m'aide à progresser bien évidemment. Chaque mardi, chaque jeudi sur mon compte Instagram, vous pourrez retrouver du contenu exclusif que je ne diffuse pas ici, des petites anecdotes, des petites publications de nouvelles acquisitions, de curiosités dans mon décor, etc. Il y a de tout, c'est assez varié. Je rappelle que j'ai également un podcast audio, Les Histoires de l'étrange, si vous préférez écouter ça tranquillement et pas devant votre écran. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter les meilleures journées possibles et à vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!